Mon invité du jour est Kevin Vessières. Il est bien connu des téléspectateurs de TV Liberté puisqu'il était venu au début de l'Euro de football. Il nous présente aujourd'hui son ouvrage Géolympics, les grandes histoires géopolitiques des JO. Bonjour Kevin Vessières. Bonjour. Alors, c'est un peu le même format que pour l'Euro de football. Vous parlez de géopolitique à travers un événement sportif qui, cette fois-ci, sont les Olympiades qui commencent bientôt à Paris. Alors, c'est un livre qui se présente en chapitres chronologiques, mais qui peuvent tous être lus de manière séparée. Donc, c'est très accessible pour tout public, mais en même temps, on apprend énormément de choses, des anecdotes, mais aussi des grands mouvements dans l'histoire olympique. Donc, c'est un livre duquel on peut de toute manière tirer quelque chose. Vous commencez ce livre avec les premiers Jeux Olympiques modernes en Grèce et on apprend que ces Jeux Olympiques d'Athènes ont déjà une forte teneur en politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, je rappelle le contexte géopolitique de l'époque, qui est finalement qu'on est après la guerre entre la Prusse et la France, remportée par la Prusse, et finalement une volonté aussi de réaffirmer la France sur le plan mondial et sur le plan diplomatique. Et donc ça, Pierre de Coubertin, qui est un aristocrate de l'époque, va avoir une initiative, en tout cas, de vouloir renforcer l'image de la France, notamment par le sport, mais aussi avec une dimension plus universelle dans un contexte aussi politique de l'Europe où il y a beaucoup de tensions, où la guerre, en tout cas, l'ombre de la guerre est assez présente, et donc lui il veut en tout cas mettre en place une compétition, en tout cas une réunion sportive où grâce au sport on puisse en tout cas mettre en place la paix, et grâce à cela en tout cas il va mettre en place en 1894, il va réunir plusieurs acteurs avec un congrès olympique qui va en tout cas lancer la création du comité international olympique et qui va aboutir ensuite à la décision d'accorder ces Jeux à Athènes en 1896, mais déjà on va voir que ça va être une décision éminemment politique puisqu'il y a d'autres forces en présence, notamment l'Empire britannique qui veut aussi les organiser, l'Allemagne, la Prusse devenue l'Allemagne, qui ne veut pas participer pour ne pas renforcer en fait le poids de la France, et finalement ça va être dévolu à Athènes dans un certain compromis et dans une volonté aussi la politique de remettre en avant la récente indépendance de la Grèce et aussi l'héritage de la Grèce antique. Alors c'est une fondation des Jeux Olympiques qui est très politique et pourtant, vous l'écrivez dans l'ouvrage, Pierre de Coubertin lui est très attaché à la neutralité. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction permanente dans ces Jeux Olympiques qui veulent être neutres et prôner des valeurs universelles, mais qui en même temps ne sont jamais neutres parce qu'on le voit dans votre ouvrage, il y a toujours des interférences politiques, géopolitiques. Alors, Pierre de Coubertin, c'est aussi un homme de son époque et le contexte politique est aussi extrêmement présent, et puis c'était aussi un fervent patriote. Donc là-dessus, ça se ressent aussi de par ces premières éditions des Jeux Olympiques. Et en tout cas, il y a une volonté politique derrière, c'est quand même de réaffirmer aussi l'image de la France, d'être que la France soit à l'initiative de ces premiers Jeux Olympiques et que d'une certaine manière, c'est soit la France et Pierre de Coubertin qui portent aussi cette notion de paix, mais aussi derrière là-dessus, ce qui a été notamment noté par certains spécialistes, c'est que la Prusse, si elle a gagné la guerre contre la France dans les années 1870, c'est grâce à une certaine compétence athlétique. Et donc aussi, Pierre de Coubertin, derrière cette volonté, il avait une volonté de remettre la France au sport, de réaffirmer les compétences athlétiques. Et donc, c'est aussi le corollaire qui suit avec, en tout cas, cette initiative de fonder les Jeux Olympiques. Et alors lui, par contre, cette discipline sportive, lui, il allait la puiser au Royaume-Uni. Oui, il allait la puiser au Royaume-Uni, et aussi ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, vous avez, comme je l'ai rappelé, l'indépendance de la Grèce vis-à-vis de l'Empire ottoman, et vous avez aussi une certaine, on veut remettre la Grèce antique et tout ce qu'elle a apporté au goût du jour durant ce 19e siècle, et vous avez notamment un archéologue allemand qui va redécouvrir le site d'Olympie, donc là où il y a eu les premiers Jeux olympiques antiques, et il y a aussi une certaine guerre d'héritage par rapport aussi à ce passé de la Grèce antique pour montrer que la France ou la Prusse est peut-être en tout cas plus en avance sur ce sujet-là, et donc il y a aussi cette bataille en tout cas de se réapproprier l'héritage olympique et aussi des grandes heures de la Grèce antique pour paraître peut-être plus cultivé que son rival. Et vous revenez aussi sur toute la genèse financière de ces Jeux Olympiques avec tous les problèmes de financement qu'il y a eu pour construire le stade et tout un tas d'éléments finalement assez pratiques mais qui font que ces Jeux Olympiques ont pu exister et puis ont pu relancer cette histoire olympique au niveau international, puisqu'avant c'était seulement entre les cités grecques. Un premier coup de tonnerre en quelque sorte pour les Jeux Olympiques, c'est la Grande Guerre qui met fin aux Jeux Olympiques. Oui, alors que les Jeux Olympiques ont eu un peu de mal à trouver leur rythme de croisière, puisqu'effectivement, après, c'était tous les 4 ans après 1896. 1912, ils ont lieu à Stockholm,
Donc là, c'était enfin une édition qui n'était pas adossée à d'autres événements, parce que c'était le cas par exemple pour les JO de Paris 1900, qui étaient adossés à l'exposition universelle, et donc on n'a pas trop vu le côté sportif, en tout cas des disciplines. 1912, c'est une vraie édition olympique, où déjà les tensions nationales sont présentes, qui vont en tout cas précéder la Première Guerre mondiale, notamment entre la Finlande et la Russie, aussi de par la Serbie, aussi entre l'Autriche et la Hongrie. Et donc, cette Première Guerre mondiale, et avec une édition en 1916 qui va finalement être annulée, puisqu'elle a lieu à Berlin et aussi en plein conflit mondial. Et cette édition annulée, en tout cas, ça va montrer qu'en tout cas, l'olympisme, malgré cette volonté de neutralité sportive, c'est un événement qui est aussi ancré dans son époque et qui doit faire avec les contraintes de l'époque. Et c'est pour ça notamment qu'après, on va voir à travers l'édition 1920, qui va être notamment dévolue à Anvers et la Belgique, on va voir en tout cas que ce corollaire politique vis-à-vis de l'olympisme, ça va en tout cas s'accélérer. Et alors, il y a un point de détail qui est assez intéressant, c'est que vous dites que le numéro des Jeux Olympiques continue d'avancer. C'est-à-dire, même quand une édition est annulée, on comptabilise quand même ce numéro ? Oui, mais vous l'évoquiez, c'est depuis en fait cette édition de Berlin, donc finalement qui est annulée, mais qui garde en tout cas quand on regarde l'édition de Berlin existe, même si elle n'a pas eu lieu, parce que c'est d'une certaine logique de... C'est aussi propre à toute cette mythologie ou ce récit autour de l'olympisme. Il y a une certaine mythologie autour de l'olympisme, et donc c'est de montrer en tout cas que ça s'ancre dans le temps et que malgré les guerres et les conflits, l'olympisme perdure dans le temps, même s'ils n'ont pas lieu. Donc ça participe ensuite à tout le corollaire de l'olympisme, qui vont ensuite avoir leur propre drapeau, l'hymne, la charte olympique. Et donc ça suit en tout cas ce récit et ce mythe de l'olympisme. Justement, le drapeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on connaît tous le drapeau olympique, mais tout le monde ne connaît pas la signification de ce drapeau. Eh bien, ça suit en fait. C'est durant cette période, effectivement, durant la Première Guerre mondiale, où en tout cas s'interroge sur l'avenir de l'olympisme, où déjà le siège va être délocalisé à Lausanne pour une certaine aussi incarner cette neutralité, et effectivement avec la mise en place des premiers discours pour les athlètes, et aussi du drapeau de l'olympisme, pour avoir en tout cas un drapeau qui puisse en tout cas symboliser cette union et cette certaine neutralité, cette certaine paix dans le monde qu'on veut instituer. Et donc en tout cas ça rappelle les différentes présences des continents, mais aussi les couleurs qui sont présentes sur chaque drapeau des équipes qui sont participantes. Donc c'est pour ça qu'on a ces différentes couleurs là. Et alors, dans les petites histoires des Jeux Olympiques qui s'inscrivent dans la grande histoire, on apprend quelque chose qui peut paraître assez étonnant, c'est que la République de Chine, Pékin, n'a pas participé aux Jeux Olympiques entre 1952 et 1984. Et ça s'inscrit dans la rivalité entre Taïwan, qui se veut être la République de Chine, et Pékin, qui est la République populaire de Chine. Comment sont passés ces affrontements ? Vous parlez de la Chine, mais il y a aussi la RFA et la RDA. On apprend dans votre livre qu'ils ont concouru ensemble, alors même que le rideau de fer existait. Comment ont été perçus ces conflits par les autres participants, par l'organisation ? Comment gérer, en fait, comment le CIO peut gérer ces confrontations ? Plus les Jeux Olympiques vont évoluer, en tout cas dans leur époque, et notamment avec la guerre froide, et aussi différentes déclarations d'indépendance ou de revendications par rapport à un État, le CIO va être embêté, parce que eux, finalement, dans la charte olympique, ils veulent avoir une ligne neutre et ne pas être impliqués dans les décisions politiques. Or, les JO vont devenir tellement une tribune et une plateforme mondiale, et ça va être accéléré par la télévision et aussi sa médiatisation, qu'en fait, finalement, il faut concourir pour être vu comme un État, et notamment comme un État indépendant. Et c'est ce qui va se passer notamment à travers la Chine. Donc après la guerre civile chinoise, où finalement vous allez avoir la République populaire chinoise avec Mao Tse-tung, et Taïwan avec Chiang Kai-shek, qui à l'époque s'appelle République de Chine. Et donc on va avoir cette bataille finalement autour du nom pour savoir qui va représenter la Chine aux Jeux Olympiques. Et on va avoir ces mêmes débats par rapport aussi à l'ONU, qui vont aboutir à partir des années 70. Et vous allez avoir finalement la déclaration de Nagoya en 79 au niveau du mouvement olympique, où là la Chine va la République populaire de la Chine va récupérer le nom de Chine pour en tout cas pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et donc en fait c'est une bataille là aussi géopolitique pour s'affirmer et pour revendiquer le nom de Chine. Et alors on a l'impression, et ça c'est une impression que j'ai eue moi, j'ai l'impression que le CIO est toujours du bon côté du manche. Alors quand il fallait pas être trop contre la ségrégation, il n'était pas trop contre la ségrégation. Quand il faut être contre la Russie, comme on l'a vu récemment, ils sont contre la Russie, mais en même temps ils sont pas contre Israël. C'est quand même, ça navigue un peu à vue, quoi, et ça reste
le CIO, c'est quelque chose de très occidental. Par exemple, les États-Unis n'ont jamais été interdits de Jeux Olympiques en dépit des crimes de guerre qu'ils ont pu faire au Vietnam, en Irak et j'en passe. C'est toujours les mêmes qui sont punis. Donc on a l'impression qu'ils sont quand même du bon côté du manche. Après, je pense que le CIO aussi a évolué avec son temps par rapport, vous parlez de la ségrégation aussi par exemple par rapport à la guerre au Vietnam. À l'époque, on se rappelle des Jeux Olympiques de Mexico avec les poings levés gantés de Tommy Smith et John Carlos. Là-dessus, à l'époque, la décision du président du CIO, qui est Avery Brundage, c'est que le sport et la politique sont décorrélés. Il va exclure ces athlètes-là des Jeux Olympiques. Après, effectivement, le CIO va évoluer et maintenant, ils sont plus dans une position d'équilibriste pour essayer en tout cas de ne pas froisser les différentes délégations nationales, puisqu'il y a 206 délégations nationales dans le CIO, donc c'est beaucoup plus que l'ONU, qui est à 193. Donc ça montre le poids du CIO et du fait qu'il doit jouer un jeu d'équilibriste et ne pas créer de précédent. Ce qu'il a pu faire en tout cas avec la Russie, puisque contrairement au cas de la Yougoslavie en 92 où la Yougoslavie était exclue des Jeux Olympiques suite à une décision de l'ONU, là c'est plutôt le CIO qui a recommandé l'exclusion des athlètes et des équipes représentant la Russie aux fédérations internationales sportives. Ils ont essayé finalement, après 2022, de revenir à une position plutôt neutre politiquement en réintégrant les athlètes russes, mais toujours, comme vous l'évoquez, en préservant les autres parties prenantes qui sont l'Ukraine et les alliés, parce que ce qui veut éviter à tout prix le CIO, c'est que les Jeux Olympiques soient trop politisés et surtout éviter un boycott massif comme il y a pu en avoir pour les éditions de 76, de 80 et de 84. Mais là, il y a quand même des critiques qui sont formulées par rapport à Israël. On voit notamment des organisations politiques ou du monde associatif qui disent qu'il faut boycotter ou en tout cas manifester un mécontentement par rapport à la présence d'Israël. Vous pensez que ça peut être un problème pendant ces Jeux Olympiques, cette présence d'athlètes israéliens ? Ce ne sera pas nécessairement un problème, mais ce sera en tout cas une question qui va se poser, de par aussi le fait que le conflit est encore à haute intensité entre Israël et la Palestine, notamment en plus avec la présence de deux CNO, donc d'Israël et de la Palestine, puisque la Palestine, elle est bien présente aux Jeux Olympiques, elle a son drapeau, elle a son nom, ce qui n'est pas le cas en tout cas, elle n'est pas État membre par exemple de l'ONU. Donc ça va forcément être au cœur du débat, avec aussi tout le passif qu'on a pu voir au niveau de l'histoire olympique avec Israël, puisqu'on se rappelle notamment des JO de Munich de 72, avec les attentats et la mort des athlètes israéliens suite à cette attaque terroriste. Donc il faut prendre aussi ça en compte. Là-dessus, le CIO en tout cas a fait des discussions avec les différents comités nationaux olympiques israéliens et palestiniens, qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas chacun demandé l'exclusion de l'autre. Donc, vu que ça reste encore dans son champ, finalement, d'intervention, le CIO a ce sujet en tête, mais voilà, il fait en sorte que les rapports entre les deux CNO se passent bien, ce qui n'est pas le cas entre le Comité national olympique russe et ukrainien, puisque suite à l'annexion des 4 régions ukrainiennes, les fédérations sportives de ces 4 régions ukrainiennes ont été intégrées au Comité national olympique russe. Donc c'est pour ça aussi que les rapports entre le CIO et la Russie sont beaucoup plus ambivalents qu'entre le CIO, Israël et la Palestine. Et justement, les Jeux Olympiques de Munich, c'est le scénario catastrophe. Est-ce que c'est un scénario possible en France ? Une attaque terroriste d'ampleur visant une délégation en particulier ou des spectateurs, est-ce que c'est pas le scénario catastrophe et est-ce que vous pensez qu'il est possible ? C'est le pire scénario. Mais après, justement, après ces Jeux de Munich où la sécurité n'avait pas forcément été mise au premier plan, notamment vis-à-vis du village des athlètes, il y a des mesures qui ont été prises et au fur et à mesure, la sécurité a été renforcée puisque même aux Jeux Olympiques d'Atlanta, en 96, à la cérémonie d'ouverture, vous aviez le cas, un film qui s'appelle le cas Jewel, où du coup vous avez un attentat qui était joué grâce à un agent de sécurité autour de ces Jeux. Donc il y a toujours effectivement une menace, un risque, une menace terroriste. Après, on espère en tout cas qu'il sera évité et surtout que ce ne sera pas les athlètes qui seront les principaux visés. Il y a un élément ça permet de faire un clin d'œil à nos téléspectateurs de Lyon, parce qu'on parle souvent de Paris, et les Jeux Olympiques seront à Paris, donc c'est l'occasion de parler un peu d'une autre ville. Vous expliquez que la ville de Lyon a été candidate aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet élément ? Oui, mais on parlait des Jeux Olympiques de 1916 à Berlin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque édition finalement des Jeux Olympiques, il y a des candidatures qui sont faites en amont. Donc là, c'était le cas aussi pour Lyon, qui avait eu en tout cas, qui était en bonne place pour avoir les Jeux Olympiques de 1920, mais du fait en fait des conséquences de la guerre et aussi du fait que la Belgique soit notamment impactée fortement par la guerre et que Anvers était aussi ville candidate, le CIO
a discuté avec la ville de Lyon pour que Lyon retire sa candidature et pour que Anvers et que la Belgique soient mises en avant pour ces Jeux 1920 dans une logique de reconstruction et aussi de remettre en avant la Belgique après cette Première Guerre mondiale qui a fortement touché le territoire belge. Et finalement, Lyon se retire, donc ils pensent qu'ils vont avoir l'édition de 1924, mais 1924 c'est la France qui va l'avoir, mais c'est plutôt la ville de Paris qui va être privilégiée, donc il n'y a pas encore eu d'édition olympique à Lyon. Mais ce serait peut-être plus juste de redonner les Jeux Olympiques à Lyon dans les années qui viennent. Non, par contre, non, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais c'est plutôt que à chaque fois c'est plutôt les capitales qui sont effectivement mises en avant, même si ça peut être d'autres métropoles. On pense au cas de Brisbane en 2032, mais par contre la logique qui peut peut-être y avoir pour d'autres éditions, c'est peut-être de faire des Jeux Olympiques à échelle véritablement nationale. Bon, ce qu'on a essayé de faire avec les Jeux Olympiques Paris 2024, notamment avec le relais de la flamme. Et tout ce qui a été mis en place avec les terres de jeu. Mais c'est vrai que c'est très ancré à Paris. Donc peut-être, pourquoi pas réfléchir à d'autres jeux pour avoir des jeux avec beaucoup plus finalement ouverts et territoriaux. Pourquoi pas le faire à l'échelle d'un pays plutôt qu'une ville. Mais là encore, c'est associé finalement à la mythologie de l'olympisme où il faut le faire dans une ville, dans un stade. Brisbane 2032 et 2028, ce sera où ? 2028, ce sera à Los Angeles. À Los Angeles. Vous, dans tous ces Jeux Olympiques, est-ce que, à force d'avoir étudié toutes ces épreuves, est-ce qu'il y a des Olympiades qui ont votre préférence, peut-être pour des souvenirs d'avoir regardé des JO qui vous ont particulièrement plu, ou même des JO plus anciens qui ont votre préférence ? Après, moi, je parlais plutôt avec mes souvenirs d'enfance, puisque c'est grâce à ça aussi que j'ai développé cette appétence pour le sport, la géopolitique et aussi la découverte de nouveaux pays. Ceux de Sydney, moi, m'avaient particulièrement intéressé, puisqu'il y avait eu cette cérémonie d'ouverture avec notamment, j'y reviens notamment dans le livre avec Cathy Freeman, qui est d'origine aborigène, et cette volonté de l'Australie d'utiliser les JO de Sydney comme un moyen aussi de réconcilier les populations, notamment vis-à-vis de la population aborigène. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis il y a surtout les Jeux Olympiques de Pékin. Donc c'est vrai qu'il y a le contexte politique autour, mais c'est surtout le début de l'ascension du Usain Bolt qui va véritablement révolutionner sa discipline et aussi porter une génération exceptionnelle d'athlètes jamaïcains. Et c'est aussi ce que j'évoque dans mon livre, c'est qu'il y a certains pays qui vont faire des logiques de spécialisation sportive pour être plus visibles, notamment grâce au sport, avec toutes les valeurs positives que cela dégage pour l'image du pays. Oui, parce qu'il y a aussi dans ce livre un aspect qu'on n'a pas évoqué tout de suite et que les gens pourront voir dans le livre, c'est la course aux médailles, puisque pour être la meilleure nation, pour des raisons géopolitiques et puis aussi pour des raisons de compétition sportive, parce que chacun a envie d'être le meilleur, on voit les nations qui sont plus ou moins fortes. Par contre, on voit quelque chose qui est quand même une grande tendance, c'est les États-Unis qui dominent quand même largement l'olympisme depuis 100 ans. Oui, depuis finalement, on peut dire depuis le début, puisque même depuis la première édition 1896, c'est eux qui sont devant au tableau des médailles. Après, ils ont été concurrencés effectivement par l'URSS, parce que là, le terrain finalement sportif et olympique devenait un corollaire de la guerre froide, de cette lutte idéologique. Et maintenant, c'est une bataille vis-à-vis de la Chine, qui en tout cas a renversé le tableau des médailles à partir de 2008 avec l'organisation de ces Jeux. Et après, on peut voir que pour chaque Olympiade, il y a quand même une volonté du pays organisateur d'avoir le plus de médailles pour montrer en tout cas la bonne santé du pays, en tout cas d'en faire une traduction par les médailles et symbolique à travers cette course aux médailles. Et c'est aussi le cas, c'était le cas notamment du Royaume-Uni avec les Jeux de Londres, mais c'est aussi le cas de la France avec une ambition de battre des records et d'avoir le plus de médailles possible pour être présent en tout cas le plus possible du top 3 mondial. Alors, géopolitique du football, des Jeux Olympiques, quel sera votre prochain livre ? J'avais écrit aussi sur le rugby durant la Coupe du Monde, mais déjà, je vais faire une petite pause parce que là, ça fait 4 livres en 4 ans. Mais le prochain, ça pourrait être un autre sport que j'affectionne, le cyclisme, puisqu'il y a effectivement toute une histoire avec le Tour de France, notamment de par le tracé, qui rappelle aussi le contexte géopolitique, et puis les nouveaux enjeux avec l'arrivée de sponsors qui peuvent être parfois associés à des États, comme les équipes du AE ou aussi d'Astana. Des Émirats Arabes Unis, voilà. Ou du Kazakhstan. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Kevin Vessières. Donc, je répète, aux éditions Max Milo, Géopolitique, Géolympiques, les grandes histoires géopolitiques des JO.